ça serait logique, étant donné qu'on a prouvé qu'on venait pas du hasard, qu'il y a peut-être un designer derrière tout ça. Fait que ma preuve numéro 3, le design exige un designer. Fait que là, si on ne peut pas tout expliquer avec la science, parce que les athées, ils disent on peut tout expliquer avec la science, fait que c'est impossible qu'il y ait des designers. Mais si on ne peut pas tout expliquer, comme on vient de voir, ça veut dire qu'il y a un designer derrière tout ça. Donc, la science explique-t-elle, mais la science explique-t-elle à elle seule cette création incroyable, belle et complexe dans laquelle nous vivons? Sa magnificence ne vous fait-elle pas réfléchir? Lorsque nous voyons les couleurs saisissantes d'un coucher de soleil, nous nous demandons souvent comment un spectacle aussi spectaculaire est créé. Nous nous émerveillons devant la grandeur des montagnes et la beauté des plages. Moi, je connais quelqu'un qui a juste regardé dehors, là, il a dit ça, là, c'est impossible que ça ne soit pas le fruit d'un être intelligent. Il a tellement trouvé ça beau qu'il s'est mis à croire à Dieu instantanément avec la création. Chaque fois que nous regardons quelque chose construit par l'homme, comme une maison, on sait qu'il y a un constructeur en arrière. On voit une montre. On se doute qu'il y avait un horloger en arrière. On a vu tantôt, on a essayé de brasser une boîte pendant 1 million d'années et ça n'a pas fait. Quand on voit une peinture de l'univers, on se dit, ah, il doit y avoir un peintre derrière elle. Quand on voit une sculpture, ben, on se dit qu'il doit y avoir un sculpteur derrière elle. Lorsque nous regardons autour de l'univers, des choses qui ne sont pas fabriquées par l'homme, que voyons-nous? Nous voyons la création, le design, l'art et l'ordre. Donc, si tout ce qui est créé par l'homme a un créateur, un concepteur, un artiste ou un ordonnateur derrière elle, pourquoi ne penserions-nous pas qu'il y a un créateur, un concepteur, un artiste ou une ordre derrière cet univers? Fait que là, juste pour vous, gang, VIP, je suis allé sur le site de la NASA, dans le top 100 des photos de l'univers. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Dieu est derrière un chef-d'œuvre incroyable. Puis il n'y a jamais eu autant de photos de l'univers. C'est une œuvre d'art. Fait que là, ces peintures sont exposées partout dans le monde, mais les évolutionnistes continuent de dire « Ah, c'est le fruit du hasard. C'est trop beau. » Mais nous, en tant que croyants, on se dit « C'est l'œuvre du Créateur. » Celle-là, c'est vraiment ma préférée. On arrive sur la planète. Fait que nous, en tant que croyants, on se dit « Il y a un designer derrière ça. » Si vous êtes athée, ben... je vous encourage à faire la même chose. Mais ça se pourrait que vous ayez encore du doute. Fait qu'on va continuer. Le mont Rushmore. Vous pourriez me dire, ah, mais voyons donc, l'érosion, ça a fait des beaux visages hein, avec le temps. Après des millions d'années, il y a des visages qui se sont formés. Puis ça a créé le mont Rushmore. Mais ça ressemble drôlement au président des États-Unis. Mais quand on regarde les présidents des États-Unis, on se dit, ça, c'est le fruit du hasard. T'sais? C'est pas logique de dire que le mont Rushmore, c'est le fruit du hasard. Mais pourquoi ça serait plus logique de dire que les êtres humains, c'est le fruit du hasard? Chaque fois que nous voyons de la création, du design ou de l'art ou de l'ordre, il est évident qu'il y avait une force intelligente derrière tout cela pour que cela se produise. Logiquement, nous savons qu'il ne peut pas y avoir de peinture non peinte, de sculpture non sculptée, de dessin non conçu. Cela n'a tout simplement pas de sens. Le fait que vous ne puissiez pas voir, toucher, goûter ou sentir ou entendre le peintre d'une peinture ne signifie pas qu'une telle personne n'existe pas. Cet univers... Fait que là, juste pour vous mettre en contexte, là, comment que les évolutionnistes pensent. OK, là, il y a eu rien
qui est venue à l'existence par elle-même. Puis à un moment donné, il y a eu une grosse explosion. Puis là, on laisse passer les milliards d'années, OK? Là, il y a 5 milliards d'années, il y a une boule qui s'est formée, une boule brune. Puis là, il y a peut-être 10 000 ans, il y a de l'aluminium qui sont arrivés autour de cette boule brune-là. Puis cette boule brune-là est un peu sucrée puis pétillante. Puis il y a 50 ans seulement, il y a de la peinture qui s'est créée, puis c'est arrivé sur cette canette d'aluminium-là. Puis étrangement, ça a fait des ingrédients, puis le logo Coca-Cola, puis ça a créé une canette. Logiquement, cet univers plus complexe qu'une canette de Coca-Cola, et pourtant, pour une raison quelconque, les gens se contentent de croire qu'il est sorti de nulle part, que quelque chose est venu de rien. Mais si une canette de Coca-Cola et son contenu ne pouvaient pas être le fruit d'un processus aléatoire, comment quelque chose d'aussi ordonné et aussi complexe que notre univers aurait pu être assemblé simplement par hasard? Logiquement, nous savons que c'est impossible. Nous allons donc voir quelques exemples de design intelligent qui nous prouvent que quelqu'un a designé, qu'un designer est bel et bien derrière la création de cet univers. OK. À main levée, si vous voyez un moteur dans le milieu du bois comme ça, vous diriez, OK, ce moteur-là, c'est le fruit d'un être intelligent. Mais pourtant, les évolutionnistes, ils font pas ça, là, OK? Il y a juste nous, les personnes qui croient en la création, les créationnistes, qui se disent, OK, c'est un être intelligent qui a fait ce moteur-là. Je vais vous montrer un moteur, OK? C'est un moteur qui existe dans les bactéries. Puis, sincèrement, j'ai eu des frissons la première fois que j'ai vu ce moteur-là, parce qu'on dirait vraiment un moteur créé par un être humain. Ce moteur-là, ça s'appelle la flagelle. C'est un moteur cellulaire. Je vais vous nommer des caractéristiques, mais avant, je vais vous expliquer c'est quoi. Fait que vous voyez, ça, c'est la bactérie E. coli. Dans le fond, le moteur se trouve dans la queue de cette bactérie-là. Puis, ça ressemble étrangement à un moteur. Comme vous pouvez voir, c'est dans ce modèle-là en 3 dimensions. Ça, c'est la bactérie à gauche, qui est une bactérie qui sort de nulle part selon les évolutionnistes. Puis quand tu compares à un moteur à droite créé par un être humain, c'est quand même pareil. Fait que Howard Berg, un biologiste à Harvard, il qualifie dans ses conférences publiques que la flagelle, c'est la machine la plus efficace de l'univers. Je vais vous expliquer c'est quoi la caractéristique de cette machine-là pour qu'il soit venu à cette conclusion-là. La flagelle est une petite hélice motorisée qui se trouve sur le dos de certaines bactéries et les propulse dans leurs environnements aqueux. Fait que c'est un environnement qui est comme visqueux. Il tourne à 100 000 rotations par minute et peut changer de direction en un quart de tour. Fait qu'il tourne à 100 000 d'un bord, puis il peut tourner automatiquement de l'autre bord, comme ça, en un claquement de doigts. La machinerie complexe de ce moteur moléculaire comprend un rotor, un stator, des joints toriques, fait qu'il y a même un seal, des bagues et un arbre d'entraînement. Il nécessite l'interaction coordonnée d'environ 40 parties de protéines complexes. Si une pièce manquante, s'il y a une pièce manquante, ça va long. S'il y a une pièce manquante ou n'est pas disponible dans les bonnes proportions, aucune flagelle fonctionnelle ne se formera. Une seule protéine manquante sur les 40 et le moteur ne fonctionnera pas. Ce moteur ne peut pas avoir évolué pièce par pièce. Il doit être apparu formé tout en même temps. Quand même impressionnant. J'ai quasiment fini. Il doit me rester peut-être 15 minutes. C'est selon moi, fait que là, la deuxième preuve, c'est l'ADN de design intelligent. C'est selon moi un des exemples de design intelligent la plus forte en faveur de l'existence de Dieu. L'ADN humain, par exemple, contient 3 milliards d'informations, soit littéralement des dizaines de milliers de pages. Ces informations sont-elles développées et ont-elles évolué page par page?
Comment le hasard non dirigé et aléatoire a pu créer des informations aussi complexes que celle-ci? C'est ahurissant d'y penser. Cela n'indique certainement pas que le hasard, mais plutôt le design. Bien que les machines très complexes des cellules ressemblent souvent à celles conçues par les humains, dans de nombreux cas, elles sont bien plus avancées que ce que l'homme a pu créer. L'évolutionniste Richard Dawkins a dit à propos de l'ADN des cellules, fait que c'est un évolutionniste qui a admis ça, il a dit « Le code machine des gènes ressemble étrangement à un ordinateur. » Puis, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, je pense que vous le connaissez. Oups. Il a déclaré « L'ADN est comme un programme informatique, mais bien plus avancé que n'importe quel logiciel que nous ayons jamais créé. » Puisque Bill Gates engage des programmeurs pour concevoir ces logiciels, n'est-il pas logique que le logiciel d'une cellule, qui est plus avancé que n'importe quel logiciel créé par l'homme, est également un concepteur? Tu peux-tu aller dans la clé USB et mettre la vidéo? C'est une vidéo de 2 minutes qui explique à quel point l'ADN est bien fait. C'est écrit de l'ADN. Vous avez dit que c'était une découverte saisissante, hein? Dans tous les sens du terme. Réveillez-vous! Molaï, je pense que le son était trop fort. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en 3 dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si l'on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule. On peut l'arrêter. À moins que vous voulez le regarder une deuxième fois. Là. Fait que ça, là, c'est le plus grand athée du 20e siècle. Là. Le plus grand athée du 20e siècle. Il a écrit 20 livres, si c'est pas plus, pour dire que Dieu n'existait pas. Puis en voyant l'ADN, il a fait « OK, je retire ce que j'ai dit, Dieu existe. »
Il a écrit un livre en 2007 qui s'appelle « Il y a un Dieu ». Salut Navez. « Il y a un Dieu ». Comment l'athée le plus notoire s'est mis à croire en Dieu. Puis il y a même un chapitre dans son livre qui parle de la résurrection de Jésus. Peux-tu peser sur la présentation, s'il te plaît? Fait que, dans le fond, ce qui est impressionnant dans l'ADN, c'est tout ce que vous avez vu, mais ça contient de l'information spécifique. Fait que c'est pas comme si j'avais fait tout sur mon clavier. Là. Non, c'est de l'information qu'il y a un ordre spécifique dedans. Tu peux-tu repeser sur la présentation, s'il te plaît? Chance que tu es là. Comme je vous montre, là. Fait que si l'information est différente, ben les oreilles vont être d'une autre forme, les yeux vont être d'une autre couleur, les pattes vont être plus longues, ça c'est juste pour le chien, mais ça marche pour les humains. La découverte de l'ADN, c'est comme avoir eu accès au code source de l'univers. Fait que tous les animaux qui sont autour de la planète, les 9 millions d'espèces, c'est comme s'ils avaient tous été programmés. L'ADN, c'est la preuve que toutes ces espèces-là sont programmées, puis ils peuvent se reproduire entre eux autres. C'est comme si on avait atteint comme je compare ça à un jeu vidéo parce que moi j'aime les jeux vidéo, mais les jeux vidéo ils ont des codes sources puis ça a été programmé par des êtres humains intelligents. Bien, l'univers puis la planète, c'est comme si on avait été programmé par Dieu, un Dieu créateur éternel qui a mis un code génétique dans chaque être humain qui est différent. Chaque être humain a un code génétique différent. Fait que je pense que c'est une des plus grandes preuves que Dieu existe parce que l'information spécifique nécessite une intelligence derrière elle, comme le code source d'un jeu vidéo nécessite une intelligence. Fait que, mais nous les croyants, nous croyons que l'information contenue dans l'ADN vient du programmeur ultime de la vie, c'est-à-dire Dieu, l'intelligence derrière tout ce qui existe. Une autre preuve du design intelligent, l'œil. Charles Darwin a déclaré « Supposez que l'œil, avec tous ses dispositifs inémitables pour ajuster la mise au point à différentes distances, pour admettre différentes quantités de lumière et pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques, ait pu être formé par la sélection naturelle, semble, je l'avoue librement, absurde au plus haut degré. » Darwin a connu des moments difficiles, voire même très difficiles avec l'œil humain. Il a admis qu'il serait absurde au plus haut point de prétendre que l'œil, avec son étonnante complexité, aurait pu évoluer. Le docteur Scott Hughes souligne ce que l'œil humain peut faire. Doté d'une visée automatique, d'une mise au point automatique et d'un réglage automatique de l'ouverture, l'œil humain peut fonctionner de l'obscurité presque complète à la lumière du soleil, voir un objet du diamètre d'un cheveu fin et d'effectuer environ 100 000 mouvements distincts au cours d'une journée moyenne, nous offrant fidèlement une série continue d'images stéréoscopiques en couleur. Tout cela s'effectue généralement sans plainte et pendant que nous dormons, il effectue son propre travail d'entretien. Ai-je besoin d'en dire plus? Ben oui, pourquoi pas. Nous allons comparer la qualité de l'image d'un œil et la qualité de l'image d'une caméra. Une caméra d'un téléphone cellulaire a une résolution moyenne de 12 mégapixels, tout dépendant de votre téléphone. Si vous avez un iPhone, vous pouvez aller à un maximum de 48 mégapixels et si vous avez un Samsung, vous pouvez aller à un maximum de 108 mégapixels. Mais si l'œil humain était un appareil photo numérique, il aurait 576 mégapixels. Assez impressionnant, non? Armés de toute notre logique, nous ne dirions jamais qu'un iPhone, qu'un Samsung ou qu'une caméra vient du hasard. Alors pourquoi vous feriez ceci avec l'œil, qui est des centaines de fois plus complexe que ceux-ci? Une autre preuve de design intelligent, le lézard gecko. Pensez à l'étonnant gecko, qui peut traverser le plafond à l'envers sans tomber. Sur ses coussinets d'orteils se trouvent environ 500 millions de minuscules fibres munies de petites ventouses. De plus, les pointes des orteils du lézard se courbent vers le haut afin qu'il puisse décoller progressivement ses ventouses à chaque pas et ne pas rester collé à la surface. Le docteur Robert Koffal explique l'extraordinaire structure microscopique des coussinets des orteils du lézard gecko indique clairement une conception intelligente et ciblée. Aucun schéma,
même vaguement plausible, sur l'origine des ventouses du gecko par des mutations aléatoires et la sélection naturelle n'a encore été proposée par les théoriciens de l'évolution. Et si un scientifique, doté d'une imagination intelligente, réussissait à concevoir un tel schéma, il se retrouverait toujours sans la moindre preuve fossile pour démontrer que le processus hypothétique de l'évolution a réellement eu lieu dans le passé. Pourquoi le processus de mutation aléatoire et le hasard aveugle placerait-il des ventouses sur les pattes du gecko? Seule une demi-ventouse ferait le déjeuner du gecko pour une autre créature, et trop de succion et le gecko ne va nulle part. Comment une évolution insensée a-t-elle su créer également des orteils qui se recourbent vers le haut pour contrôler la succion? Seule la main de Dieu aurait pu créer le design du lézard gecko. Une autre preuve du design, l'éponge océanique. Une créature apparemment simple, mais dont les scientifiques ont découvert qu'elle produit en fait des fibres optiques mieux que nos méthodes de fabrication modernes les plus sophistiquées. Les fines fibres de verre de l'éponge sont capables de mieux transmettre la lumière que les câbles à fibre optique industriels utilisés pour les communications. Les méthodes de fabrication commerciale nécessitent des températures élevées et produisent des câbles relativement fragiles qui peuvent se fissurer s'ils sont trop pliés. Les fibres de l'éponge, quant à elles, cultivées à des températures froides, sont beaucoup plus flexibles et peuvent être même nouées sans se casser. En ajoutant du sodium aux fibres, l'éponge augmente sa capacité à conduire la lumière, ce qui ne peut pas être réalisé dans la fabrication commerciale. Les scientifiques des laboratoires Bell espèrent éventuellement apprendre à reproduire le processus de fabrication de cette humble éponge. Johanna Hasenberg, des laboratoires Bell, a admis « La technologie moderne ne peut pas encore rivaliser avec certains des systèmes optiques sophistiqués possédés par les organismes biologiques. La plupart d'entre nous penseraient qu'une éponge océanique est une forme de vie assez rudimentaire sur le tableau de l'évolution. Mais d'éminents scientifiques tentent de copier son système optique sophistiqué. Le chimiste Jerry Richmond a déclaré à propos de l'éponge « Nous pouvons la dessiner sur papier et penser à la concevoir, mais nous sommes à l'âge de pierre par rapport à la nature. » Un autre exemple de design intelligent, le cerveau humain. Stephen Hawking a déclaré « Le cerveau est l'organe le plus complexe de notre corps et peut accomplir des tâches étonnantes. Mais il est aussi sujet à des mystères profonds et des défis incommensurables pour la science. » Même Carl Sagan l'admet, le contenu informationnel du cerveau humain, exprimé en bits, est probablement comparable au nombre total de connexions entre les neurones, environ 100 000 milliards, soit 10 à l'exposant 14 de bits. Si elles étaient rédigées en anglais, ces informations rempliraient quelques 20 millions de volumes, soit autant que dans les plus grandes bibliothèques du monde. L'équivalent de 20 millions de livres se trouve dans la tête de chacun d'entre nous. Le cerveau est un très grand espace dans un très petit espace. La neurochimie du cerveau est étonnamment chargée, les circuits d'une machine plus merveilleuse que toutes celles conçues par les humains. Si les humains ne peuvent pas concevoir quelque chose d'aussi étonnant que le cerveau, qui le peut et surtout qui l'a fait?